Tout de suite, Raphaël Enthoven et son invité nous plongent en pleine crise d'identité. Au pas de chaque immeuble, désormais, il y a des interphones qui permettent, d'ailleurs c'est très pratique, de s'annoncer quand on va rendre visite à quelqu'un. Or, en général, qu'est-ce qu'on dit pour s'annoncer? Tout simplement, c'est moi. Or, qui est ce moi dont je parle? Quand je dis c'est moi à l'interphone, je dis à la fois c'est moi et personne d'autre. Et en même temps, en faisant ça, je fais comme tout le monde. Et ça, c'est le grand paradoxe de la question de l'identité personnelle. C'est que, à la fois, rien n'est plus singulier, rien n'est plus unique, et en même temps, en disant c'est moi, je fais comme tout le monde et je suis à ce titre parfaitement interchangeable. Bonjour Élise Maroux. Bonjour Raphaël. Vous enseignez la philosophie à Nanterre, vous avez les cheveux châtains, vous aimez Wittgenstein, Locke. En disant cela, est-ce que je décline votre identité ? Alors Raphaël, c'est tout le paradoxe, c'est aussi toute la difficulté. Les philosophes parlent souvent d'un problème de l'identité personnelle. Alors est-ce que me décrire comme enseignant la philosophie à Nanterre, est-ce que me décrire comme ayant les cheveux châtains, c'est dire quelque chose de moi? Est-ce que c'est décliner mon identité? Est-ce que c'est encore incomplet? C'est toute la difficulté. Est-ce qu'en additionnant tous les éléments qui vous constituent, je fabrique une identité? Voilà, vous fabriquez une identité, mais est-ce que mon moi se résume à cette sommation de qualités, de fonctions, d'enseignants, de description de traits, ou alors est-ce qu'il y a toujours un excès de moi-même par rapport à mon soi? Quel rapport moi j'entretiens avec moi-même? Et est-ce que la façon que vous avez de m'identifier là, Hic et Nunc, est bien celle dont d'autres et moi-même nous Hic et Nunc, c'est ici et maintenant, hein, pour ceux de nos téléspectateurs qui ne sont pas latinistes. Une question sur ce paradoxe, justement. Le propre de l'identité, c'est quand même tout à fait étonnant. Le moi, c'est à la fois ce qui fait de moi moi-même et personne d'autre, et en même temps, dire moi, c'est faire comme tout le monde, et c'est me présenter moi-même comme, d'une certaine manière, interchangeable. Oui, alors on a déjà parlé du paradoxe. Effectivement, il y a une tension qui traverse la notion de l'identité. C'est celle du même, de l'individu qui est à la fois unique, et son unité et son unicité qui sont indissociables, et son interchangeabilité. Alors ça renvoie plus à ce qui en moi est individuel, c'est-à-dire à la notion d'individu comprise comme à la fois singularité et singularité parmi tant d'autres, plutôt que un concept de personne qui lui renverrait davantage à mon autonomie plutôt qu'à mon indépendance. Donc toute la question aussi de la tension qu'il y a dans la notion qui habite la notion d'identité, celle de savoir comment on identifie le même comme justement un même parmi d'autres, ou un même qui est également un soi-même, qui est doté de réflexivité. Pardon, mais un même dans le temps. Regardez, on est là en présence, donc c'est une personne qui aujourd'hui a 81 ans, Josette Vaudou-Laloz, dont on voit le livret de famille, le permis de conduire les automobiles, la carte de crédit, la carte d'identité, des photos de vacances, la carte électorale, la carte vitale, une série d'éléments, des photos d'enfance, hein, Josette toute petite, la carte de la compagnie Océane, je sais pas, la carte de résidence secondaire, voilà. Donc une série de cartes comme ça qui viennent scander le temps, des photos d'identité, qui viennent marquer donc les modifications d'un individu à l'intérieur même du temps. Et pourtant, cet individu, cette personne-là, toutes ces personnes sont la même personne. Qu'est-ce qui m'autorise à dire que toutes ces personnes sont la même personne? Alors, qu'est-ce qui m'autorise? Déjà, on peut faire plusieurs lectures de ce photomontage qui est très riche. Comme vous l'avez dit, il y a déjà la question de l'inscription de cette personne dans le temps, puisqu'un des problèmes de cette notion d'identité, c'est comment on va retrouver du même à travers toute cette diversité, à travers toutes ces différences. Alors, je fais une parenthèse, c'est le fameux paradoxe du morceau de cire chez Descartes. Le morceau de cire qui était dur et solide et consistant, qui devient mou, chaud et liquide quand on l'approche d'une flamme, ça reste un morceau de cire alors qu'il n'a rien de commun avec ce qu'il était avant. À la différence près que le morceau de cire, dans les méditations métaphysiques, sa fonction est celle d'une contre-épreuve, c'est-à-dire il s'agit bien de montrer que l'identité du morceau de cire, c'est moi
l'inspection de mon esprit qui en décide. Revenons à Josette. Là, si on passe du morceau de cire à Josette, justement, il me semble qu'on peut distinguer deux axes, qui est celui de la jeune fille, la jeune femme, la mère de famille. Et on aurait pu partir de l'enfant. Donc, toute cette inscription dans le temps de Josette qui décrit en fait son identité comme personne, comme réflexivité, et en même temps un certain nombre de fonctions qui sont comme ajoutées, collées sur cette identité qui la constitue et qui sont celles de ce qu'on peut appeler la procédure de l'encartement des identités de papier, avec Josette qui conduit, Josette qui vote, Josette qui est assurée sociale, Josette qui prend le train, effectivement. Josette vaccinée contre le tétanos, je ne l'avais pas vu tout à l'heure. Josette vaccinée contre le tétanos, et celle qui est paradoxalement un petit peu esquivée ici, sa carte d'identité. Donc, qui incarne peut-être le mieux possible le paradoxe dont nous sommes partis, à savoir que cet individu, Josette, donc, est identifié au moyen d'un signalement minimal, la taille, son sexe, ses coordonnées, disons, civiles. Et cette carte d'identité, c'est ce par quoi, minimalement, on peut l'identifier. Mais est-ce que, justement, ces cartes juxtaposées nous donnent le fil de l'identité, le fil du temps qui est en fait l'histoire de cette personne? Mais parce que Josette n'est pas réductible à l'ensemble de ces déterminations qui sont malgré tout des déterminations sociales et surtout collectives. Tout le monde a une carte électorale. Tout le monde, enfin, un permis de conduire, tout le monde ne le mérite pas, mais enfin, tout le monde en a un ou presque. Tout le monde a une carte d'identité, tout le monde a une carte de crédit ou une carte vitale. Est-ce qu'en somme, ce qu'on appelle le moi n'est pas uniquement un moi social ? C'est-à-dire une collection de déterminations que la société accole à chaque individu. Alors, effectivement, là, peut-être qu'on pourrait introduire l'idée non seulement d'une fonctionnalité de ces papiers, c'est Josette comme je disais tout à l'heure, comme conductrice, comme assurée sociale, et même parfois, ces cartes ne donnent même pas de portrait de Josette. Je pense à la carte électorale, c'est certainement pas un hasard s'il n'y a pas de photo, puisque l'anonymat fait partie de la procédure même de vote, et aux cartes à puce, où là nous sommes identifiés justement simplement au moyen d'une puce. Alors là on peut rappeler... Elle est là la carte à puce, hein. Elle est là, vous avez vu la puce biométrique, c'est d'une image... Allez-y. On peut peut-être juste rappeler l'étymologie, la signification originelle de la personne, persona, qui dit à la fois le masque et le rôle que l'on tient. Et dans cet écart, justement, d'origine théâtrale et qui ensuite est passé dans le langage juridique, on retrouve cette tension, ce paradoxe entre le moi et le ça, et le masque, évidemment, le rôle que la société nous enjoint à jouer, et l'écart, justement, avec le premier fil homogène, continu, qui est celle de l'histoire de Josette en tant que ipsée, en tant que soi-même. Est-ce qu'on n'est pas au sommet du masque ici quand on a une puce biométrique? C'est la micropuce qui est utilisée dans les passeports biométriques européens. Pour mémoire, hein, le premier passeport biométrique en France, nous sommes déjà dans le futur, a été délivré le 31 octobre 2008. À l'heure où on enregistre cette émission, on est en décembre, il fait un froid de canard. Le premier passeport, donc, a été délivré le 31 octobre. On a ici une puce, une petite puce. Ce qui est intéressant, c'est que cette puce est posée sur des empreintes digitales qui sont peut-être d'ailleurs ce que nous avons avec le code génétique, le témoignage le plus patent d'une identité immuable par-delà tout ce qui change en nous. Josette a toujours les mêmes empreintes digitales, qu'elle soit petite ou qu'elle ait 81 ans comme aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant avec ce passage à la biométrie, c'est justement qu'on atteint les limites du masque. Parce que tout l'enjeu de la biométrie, c'est justement de naturaliser, de revenir à une naturalisation de l'identité, de telle façon que cette identité soit infalsifiable. Et donc de réintroduire, donc dans biométrie, évidemment, il faut entendre la vie. On réintroduit une détermination. La biométrie, la mesure de la vie. Voilà, qui a pour ancêtre l'anthropométrie donc de Bertillon et même la dactyloscopie, puisque cette puce est bien posée sur le doigt. Et on voit ici, grâce à la photo, qui est vraiment nous donne une macro perspective sur les empreintes elles-mêmes, on voit qu'au fond ici, l'identité est infalsifiable parce qu'elle conjoint la trace, l'indice de l'empreinte et la puce qui, dans ce tout petit espace, est censée condenser, en fait, de façon, donc, encore une fois, infalsifiable, l'identification. Et il ne faudrait pas confondre cette identification, donc, sans marge d'erreur, à la question de ce qui me définit
comme moi-même. C'est ce que j'allais vous demander. Mais c'est ce que j'allais vous demander, moi, Élise Marou. Est-ce que le sommet de l'identité, ou plus exactement le sommet de la quête de l'identité, ces empreintes digitales auxquelles on ne comprend plus rien, qui sont un dessin cabalistique, surtout quand on les photographie de près, et la puce, est-ce que l'identité, le sommet de la quête de l'identité ne culmine pas avec l'impersonnel absolu, l'absence de visage, la déconstruction d'une personne en empreinte digitale, en indice génétique et en petite puce? Avec le passeport biométrique, on atteint en fait l'acmé, l'apothéose. Ou l'apothéose, si vous voulez, d'une mesure, en fait, quantifiable de l'individualité. Donc là, en fait, on n'identifie plus une personne. On identifie effectivement un individu dans ce qu'il a de singulier, de façon presque génétique, pourrait-on dire. Alors on va revenir justement à l'expérience de l'identité, cette fois-ci hors de toute la puce. C'est en termes de décor, pour une fois, on a choisi une photo mobile. C'est un miroir. Oui. C'est un miroir donc, dans lequel nous nous reflétons. Est-ce que la quête de l'identité ne consiste pas à, pour un individu, finalement se regarder lui-même, se saisir lui-même, être pour lui-même un objet, à la façon dont on regarde son propre reflet dans la glace? Alors là, effectivement, on passe d'un registre à l'autre, puisque donc pour les premières images qu'on a lues, qu'on a commentées, il n'y avait pas de quête à proprement parler. Alors qu'effectivement, dès lors que je me reflète dans ce miroir, là c'est une question qui effectivement va me faire intervenir moi à moi, de moi à soi. Et toute la question du miroir, c'est justement de savoir ce que je vois dans le miroir. Quelle fonction génétique en fait le miroir, puisqu'on a parlé d'un stade du miroir, donc quelle fonction a le miroir dans la genèse même de la personnalité. Et vous savez que donc l'analyse de Lacan consiste à insister sur le fait que le moment où l'infant, celui qui ne parle pas encore, voit son reflet. Infant, c'est l'étymologie d'enfant. C'est celui qui ne parle pas. Donc celui qui ne parle pas encore, qui n'est même pas encore doué d'une autonomie motrice, se voit donc dans le reflet comme unité, commence par voir son image. Et donc pour Lacan, c'est exactement anti-cartésien, c'est l'anti-cogito, dans la mesure où je me vois d'abord comme tout, comme un autre. Que mon moi est un autre, je suis un autre. Oui, puisque pour Descartes, l'expérience du cogito, c'est qu'il se voit lui-même, ce qui est un paradoxe d'ailleurs, puisque comment peut-il être pour lui-même sujet et objet? Comment peut-il être spectateur de lui-même tout en étant son propre spectacle? Juste une chose, il y a une question évidemment que pose implicitement la présence d'un miroir, c'est la question du narcissisme. Narcisse essaie de se saisir. Au passage, d'ailleurs, étymologiquement, enfin, originellement, Narcisse, la légende raconte qu'il est l'enfant d'un ruisseau et d'un fleuve, qui sont deux métaphores du temps qui passe. Et que, saisissant un reflet, ou voyant un reflet, tombant amoureux de ce reflet, il essaie de l'attraper au sein même du temps, il essaie d'attraper ce qui lui semble immuable. Est-ce qu'on peut penser, de ce point de vue, que l'idée d'identité est une façon de conjurer le temps? Après tout, nous varions. Nous changeons. Nous ne sommes pas les mêmes selon qu'il fait chaud ou qu'il fait froid. Nous ne sommes pas les mêmes selon que c'est le matin ou l'après-midi. Et puis nous changeons continuellement. Est-ce que cette volonté de suspendre le temps n'est pas ce qui désigne en premier lieu finalement le désir d'identité? Alors, peut-être deux choses pour réagir à ce que vous venez de dire, qui est très riche. D'abord, il y a effectivement cette idée de suspension du temps, puisqu'on a vu que c'est aussi ce qui travaillait cette tension de la notion d'identité, à savoir que, au-delà de toutes les images, de tous les reflets qu'on pourrait très bien fixer dans ce miroir de moi-même, la quête consiste précisément à savoir effectivement ce qui est immuable, ce qui fait de moi la même personne de l'enfance à la vieillesse, comment je pourrais effectivement me décrire. Alors, qu'est-ce que je saisis de cette suspension, de cette époquée temporelle à même un reflet? Vous dites époquée parce que c'est un mot grec, c'est le mot que Husserl emploie pour désigner la suspension. La suspension, comme si on a toujours l'illusion, je pense que c'est une illusion, dans le miroir de pouvoir suspendre l'évanescence en fait. Des traits, des qualités qui sont le seul regard que je puisse avoir sur moi. Et on a toujours l'illusion d'une profondeur, ce qui est paradoxal puisque le miroir est en deux dimensions, comme si je pouvais percevoir dans ces reflets évanescents, dans ces images qui se succèdent de moi-même, ce qui me constitue intimement, ce qui fait que je suis moi. Et c'est aussi un paradoxe parce que on essaye de scruter, de passer à travers le miroir, alors que par définition, le miroir résiste. Et en même temps, Élise Marou,
plus on scrute, moins on voit quoi que ce soit, plus on scrute. Alors là, on est maquillés tous les deux pour les besoins de l'émission, mais enfin, plus on scrute aucun détail de la peau, le fait de scruter les détails de la peau fait que le visage disparaît. C'est Sartre qui, dans La Nausée, décrit le visage comme une taupinière, une carte géologique, avec des crevasses, avec des volcans, avec des imperfections, et finalement, le visage lui-même disparaît dans la tentative même de le saisir dans un reflet. De la même façon que le piège du narcissisme, c'est effectivement que c'est de s'y plonger, de s'y engouffrer. Donc à trop se regarder, à trop justement avoir éprouvé une tentation de cette quête qui serait simplement une quête de soi, on ne se trouve pas. Vous savez ce que dit Rosset du narcissisme, Clément Rosset? Il dit, au fond, le problème de Narcisse, c'est qu'il se déteste. Le narcissisme n'est pas de l'amour de soi, mais c'est de l'amour propre, c'est-à-dire, allez-y, c'est-à-dire de la haine de soi. Pourquoi? Parce que si on donne à Narcisse le choix entre lui-même et son reflet, il choisira son reflet. C'est en ça aussi que le narcissisme est un piège, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement de chute dans le mythe de Narcisse, de plongée auquel il faut justement résister. De sorte que l'amour propre est le contraire d'ailleurs de l'amour de soi. Et au sens aussi où on n'a pas encore évoqué d'autres, en dépit de la référence à Lacan, ni de grand autre ni petit autre, mais on pourrait aussi très bien dire que la limite du miroir, c'est précisément que les autres qui me sont proches sont partie constituante de mon identité, constituent ce que je suis devenue dans mon histoire. Pourquoi? Parce qu'ils me regardent? Non seulement parce qu'ils me regardent, mais aussi parce que ils m'ont fait devenir ce que je suis. Voilà une image en elle-même étonnante. C'est, je crois, l'affiche d'ailleurs du film, s'appelle Dark City, un film d'Alex Proyas, film australien, et très, très bon film d'ailleurs, mais qui a surtout cet intérêt ici de raconter l'histoire d'un individu qui se réveille un matin, enfin non, en pleine nuit plutôt, amnésique. Et se réveillant amnésique, il est le seul à comprendre que la ville où il habite est en réalité une espèce de jeu de masques dont des individus cachés sous terre se servent. En somme, les individus sous terre se servent des humains, reconstituent leurs identités chaque jour. Et donc un jour, un homme se réveille épicier, le lendemain, il se réveille homme d'affaires, le troisième jour, il se réveille mendiant, et ainsi de suite. Et on change d'identité tous les jours, et seul l'amnésique est celui qui est capable de le comprendre. Alors, il faut peut-être rappeler pour notre thème que ce qui est intéressant dans Dark City, justement, c'est que les étrangers manipulent effectivement les humains en s'en servant comme des cobayes, comme des objets de laboratoire pour comprendre. Leur quête, c'est justement de comprendre ce qu'est l'âme humaine, ce qui fait qu'un individu est justement singulier. Parce que ce qui caractérise ces étrangers, indépendamment de leur super pouvoir de syntonisation, c'est précisément qu'ils ont le même esprit et ils n'ont pas non plus de personnalité. Or, les modifications qu'ils imposent donc aux habitants de Dark City, c'est effectivement dès minuit, chaque jour, chaque soir à minuit. Changer d'identité, changer d'histoire, changer de mémoire. Voilà, introjecter en fait avec une seringue une nouvelle vie chaque jour. Donc, en fait, à l'exception d'un paranoïaque d'ailleurs qui est Valansky, qui a compris qu'ils étaient manipulés, seul cet individu, donc John Murdoch, voit en fait avec des yeux, le seul à être réveillé et à voir qu'il s'agit d'une opération de manipulation. Et lui, alors effectivement vous dites il est amnésique, mais en fait il a simplement des traces, des indices de son identité, et les étrangers, eux, ont tous les souvenirs qui ont constitué précisément sa vie. Et donc tout le film raconte comment se croise cette quête d'identité, comment il va arriver de passer aux traces à lui-même, et inversement comment les étrangers, en dépit de leur super pouvoir, ne vont pas parvenir à comprendre ce qu'est l'âme humaine parce qu'ils cherchent au mauvais endroit. Voilà, ils cherchent au mauvais endroit. Et autre chose étonnante, c'est l'idée qu'évidemment nous n'avons d'identité que si nous avons une mémoire. Ici, il y a deux remarques quand même sur cette image, moi, qui me frappe. Il est attaché à une roue ici, qui rappelle la roue d'Ixion, le supplice d'Ixion, celui qui, pour avoir voulu séduire la reine des dieux, s'est retrouvé prisonnier aux enfers d'une roue qui tourne sans cesse sur elle-même. Et puis cette horloge, dont on peut penser qu'elle est arrêtée, et pas seulement sur l'image. Oui, alors l'horloge, effectivement, donc il y a ce jeu de miroir, si on peut dire, entre la roue et l'horloge, puisque l'horloge, c'est en fait, bon, en dépit d'être une allusion à Metropolis, c'est un véritable personnage dans le film, puisque toute la vie de ces hommes, des habitants de Dark City, est réglée
à chaque fois par le rythme d'une journée, puisqu'il change de vie chaque jour. Et on peut aussi remarquer que ça évoque l'homme de Vitruve, de Vinci, l'homme parfait. Et là, on a une image du projet, en fait, des étrangers, c'est-à-dire d'arriver à saisir ce qu'eux peuvent entendre comme perfection, et ce qui est en fait la singularité et la spécificité de l'âme humaine qu'ils n'arrivent pas à trouver. Qu'ils n'arrivent pas à trouver. Jusqu'au bout du film. Vous avez remarqué, on a une autre horloge ici dans ce beau décor. Mais l'horloge est arrêtée à midi pile, midi ou minuit. Le temps. On est peut-être nous aussi manipulés. Le temps est suspendu. Encore une chose quand même, Élise Marou, sur cette question de la mémoire. Est-ce qu'on peut faire finalement la mémoire, les souvenirs d'enfance, on l'a vu avec Josette tout à l'heure, oui. Les souvenirs d'enfance, la vie, les péripéties d'un individu, son parcours dans l'existence, suffisent-ils à désigner ce qu'on appelle une identité? En somme, si je vous enlève votre mémoire, pardonnez-moi, si je vous supprime votre mémoire, êtes-vous toujours vous-même? C'est la question que posait effectivement le Dark City, et effectivement c'est Locke qui le premier a détaché la question de l'identité d'une identité substantielle, de l'identité métaphysique de la substance, en posant que ce qui détermine l'identité d'une personne, c'est justement sa conscience de soi, c'est-à-dire sa mémoire. Mais là, il faudrait préciser que le rapport au passé n'est pas à entendre de façon statique, sinon effectivement on pourrait objecter non pas seulement les cas d'amnésie ou d'accidents qui provoquent des cas d'amnésie, mais également l'expérience du sommeil ou simplement des objections de nature empirique. Il faut renvoyer ici, hein. Identité et différence, on le trouve au seuil, c'est le paragraphe 27, hein, le paragraphe sur la question de la conscience. Ce qui fait qu'un individu reste lui-même, c'est qu'il dispose d'une conscience, sans quoi on pourrait donner une identité à un cadavre. D'une conscience de lui-même. Une conscience de lui-même. Là, Élise Marou, on est face à une image tout à fait frappante, c'est le cas de le dire, qui date de 1958, on est à Little Rock, dans l'Arkansas. Johnny Gray, on se souvient de son nom, protège sa petite sœur. Deux blancs lui demandent de descendre du trottoir. On est 4 ans après l'abolition des lois ségrégationnistes. Lui demande de descendre du trottoir, il refuse de le faire, et il se bat, il se défend. Alors, il y aurait une interprétation sommaire de cette image qui consisterait à dire que c'est identité contre identité, noir contre blanc en somme, communauté contre communauté. Or ici, ça n'est pas le cas. C'est justice contre injustice. C'est pas la même chose. Ici, il ne s'agit pas de revendiquer une identité, il s'agit d'abord de revendiquer un droit à être. C'est surtout revendiquer un déni d'égalité qui est indissociable ici d'un déni d'identité, puisque on est aussi à Little Rock après le drame des 9 de Little Rock. Donc on voit que quelques mois après ce drame, au fond, l'image que ces adolescents blancs ont de ces jeunes, de Johnny Gray et de sa petite sœur n'a pas changé. C'est-à-dire qu'ils estiment que dans l'espace public et le plus neutre possible, qui est celui de la rue, le noir doit s'effacer devant l'arrogance que ces deux adolescents blancs imposent. Vous avez remarqué une chose? C'est la façon dont il frappe. C'est une façon très enfantine, il fait des moulinets du bras en somme. Il frappe, pardonnez-moi, hein, il frappe comme ça. Si je vous mets un coup de poing, je frapperai comme ça. Mais non, lui, il frappe de cette façon-là. Il frappe comme quelqu'un qui n'a pas l'habitude de la violence. Chez qui la violence est une réaction spontanée. C'est pas une décision préalable. Oui, et en même temps, tout son corps est tendu pour nier, en fait, ce qui lui est imposé par la violence, hein, qui est une violence symbolique énorme, qu'on lit très bien dans la posture même des bras des deux adolescents. Quelques années plus tard, Élise Marou, il y aura les Black Panthers, qui substitueront au refus de l'injustice la revendication, cette fois-ci, d'une identité. Est-ce que le danger n'est pas de constituer en somme l'identité en communauté en réponse à une injustice qui est faite au nom d'une identité imaginaire, celle de noir, celle de blanc, etc. Oui, alors la photo, évidemment, peut nous entraîner vers la question du risque d'une crispation sur des identités communautaires. Et donc on peut se demander si, par exemple, pour penser l'identité noire, il faut la penser en termes justement identitaires, au sens strict, ou dans les termes du tort qui ont été commis à l'égard d'une communauté, donc d'une politique qui serait moins identitaire que minoritaire, à titre de, donc justement, des torts qui ont été imposés et commis à l'égard d'une minorité.
Et là, on renverse à ce moment-là le regard sur l'identité, en parlant donc du tort commis envers une minorité. Là, je m'appuie sur cette distinction que fait Papendiaï dans la condition noire, donc un livre qui est extrêmement récent et qui, à mon avis, attire justement l'attention sur le fait qu'on peut réfléchir d'un point de vue historique sur l'identité sans justement prendre comme angle d'attaque la question identitaire d'emblée, mais introduire par la question de la minorité. Ne la prenons pas comme un angle d'attaque, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Merci Élisa. Je vous remercie, Raphaël. Oui.